Donc en effet, je vais vous présenter deux tendances majeures que le groupe a travaillé, avec beaucoup d'autres aussi, mais c'était les deux que l'on souhaitait vous présenter ce matin. D'une part, une tendance liée à l'évolution des formes d'emploi et de l'organisation du travail qui est impactée derrière. Et deuxième tendance, la question des parcours professionnels et du rapport individuel au travail. Ce sont des tendances macroscopiques et qui sont en outre fortement bousculées par l'année de crise, mais qui nous ont semblé suffisamment importantes et signifiantes pour qu'on en parle ce matin. Alors, première tendance, et donc j'appuie. Ça passe pas. Voilà, c'est bon. Première grande tendance, donc la question de la diversification des formes d'emploi qui, avant la pandémie, était déjà une tendance largement discutée. Est-ce qu'on était face à une érosion du salariat ? Dans les faits et dans les chiffres, le salariat reste la norme, représentant environ 75% des emplois en 2016, par exemple, pour comparaison, 77% des emplois en 1984. Mais cette stabilité apparente cache plusieurs phénomènes de diversification. Et c'est ça qu'il est important de voir. D'une part, une augmentation du temps partiel en CDI d'un côté, le développement d'emplois atypiques, les CDD, les missions d'intérim, le statut d'auto-entrepreneur, les emplois saisonniers, les contrats de projet, etc. etc. Tout cela se développe partout en Europe et est observé en Europe et a été même plutôt soutenu par les politiques publiques, le travail indépendant étant vu comme un instrument de lutte contre le chômage. Troisième facteur de diversification, la diversification et le recours à l'externalisation, c'est-à-dire l'augmentation des formes de sous-traitance. Bien que ce soit un phénomène difficile à chiffrer, on la décèle et ça s'incarne dans les relations très imbriquées que les entreprises ont les unes avec les autres dans des activités conjointes et autour de chaînes productives extrêmement mêlées. Or, dans ce paysage-là, on sait bien que dans le champ de la santé et sécurité au travail, le statut d'emploi impacte directement la qualité et le niveau de la prévention des risques professionnels. Comme il en va d'ailleurs pour la sous-traitance, où on sait que plus il y a sous-traitance en cascade, plus il est difficile de faire respecter les mesures de prévention. Même si le Code du travail est extrêmement clair, l'article 45.11.1, dans le contenu de l'obligation faite aux entreprises donneuses d'ordre en matière de règles d'hygiène et de sécurité, la sous-traitance ou le recours à des travailleurs indépendants rendent dans les faits plus difficile la prise en compte des situations de travail réelles ou le dialogue sur le travail, qui est plus régi par le droit commercial que par le droit du travail, ou bien sûr l'investissement dans la formation, et a fortiori dans la formation SST. Cette diversification des statuts d'emploi a un impact direct sur l'organisation du travail. On peut s'en douter, quand on a des collectifs de travail composés de salariés à temps plein, de salariés à temps partiel, de CDD, d'intérimaires, de sous-traitants, de co-traitants, d'indépendants, l'organisation du travail en est transformée, les modalités de management, les capacités à faire parler le travail, à partager les savoir-faire professionnels, les savoir-faire de prudence, tout cela en est complexifié, voire parfois tout à fait freiné. Deuxième facteur d'impact sur les organisations de travail, c'est l'évolution des modèles productifs sous les effets de la digitalisation, robotisation, prescription algorithmique, automatisation, ont des effets majeurs sur l'organisation. Ils génèrent des formes de travail tout à fait spécifiques, avec parfois de l'intensification, parfois de la perte d'autonomie et parfois aussi de la perte de sens. Enfin, troisième facteur de transformation des organisations du travail, c'est ce que l'on a vécu de manière exacerbée pendant la crise, à savoir l'impact du travail à distance, vu aujourd'hui et en cette rentrée 2021 comme la norme des organisations de travail, c'est-à-dire des organisations qui deviendraient multispatiales, hybridant des formes de présence et de distance. Or, le travail à distance n'est pas seulement la transposition d'une activité de bureau dans un autre lieu, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il constitue une organisation de travail à part entière qui nécessite de revoir les formes de collaboration et de coopération, les formes de régulation, de communication et de transmission des informations. Il nécessite souvent de revoir les lieux, de revoir les équipements, la gestion du temps de travail, le suivi de la charge, etc. etc.
À travers ces 3 facteurs, on voit combien l'unité de temps et l'unité de lieu du travail des équipes, des formes de collaboration, n'est plus du tout homogène. Et on appelle à trouver de nouveaux équilibres, de nouvelles régulations pour favoriser le travail productif et la santé au travail. Un certain nombre de risques apparaissent, dont ceux liés forcément au fonctionnement des collectifs eux-mêmes, avec un vrai risque d'affaiblissement des formes de coopération. La distanciation physique, si elle n'est pas pensée, compensée, régulée, peut freiner et les formes d'apprentissage, et les capacités d'innovation, et les formes de prévention. Car le collectif, et ça on le sait bien dans nos métiers, est un puissant facteur de prévention et de régulation. Donc on est face à des organisations mouvantes, évolutives, qui sont en train d'expérimenter en ce moment cette organisation hybride. Et cela questionne sur la manière dont va pouvoir se déployer la formation à la santé et à la sécurité au travail. Et en filigrane se pose la question de la responsabilité. L'employeur est-il toujours responsable ? De quoi est-il responsable ? Qui est l'employeur ? Quel est l'employeur ? Et est-ce que le salarié va devenir responsable de plus en plus de son niveau de compétence en santé et sécurité ? Et en effet, c'est une des conséquences des tendances citées plus haut, celle de l'individualisation accrue du rapport au travail, et en particulier une individualisation plus forte en matière de santé et sécurité. Alors certes, si les travailleurs peuvent, dans le cadre de travail à distance, gagner en autonomie dans les tâches et en conciliation des temps, il est à prévoir que cela s'accompagne d'une gestion beaucoup plus individualisée des conditions de travail. Et si l'on prend appui sur les propos de Pierre Verquinte, professeur de droit, la question de la protection de la santé au travail est d'abord et avant tout une question d'organisation du travail. Voilà pour cette première tendance, grande tendance, on va dire. Deuxième grande tendance qu'on souhaitait vous présenter a trait à la question des parcours professionnels. Et elle a été portée en particulier par nos collègues du CEREC, et on salue Frédéric Séchaud qui n'a pas pu être là ce matin. Donc d'une part, ces parcours sont beaucoup plus hachés, beaucoup moins linéaires que les décennies précédentes. Et une estimation faite d'ailleurs par Pôle emploi il y a quelques années sur les jeunes actifs montrait que cela allait changer en moyenne 13 à 15 fois d'emploi au cours de leur vie. On peut considérer là que c'est une chance en termes de développement personnel. On peut aussi considérer qu'il y a un risque au regard des ruptures que cela peut occasionner. Alors en effet, les parcours professionnels, tels que les études nous l'ont montré sur les décennies précédentes, sont marqués par des logiques de polarisation beaucoup plus fortes. Polarisation des qualifications et polarisation de la mobilité. D'abord pour les jeunes, et en particulier pour les jeunes moins diplômés, les parcours d'insertion sont de plus en plus dégradés, difficiles et étendus dans le temps. Et on observe des risques croissants de mise à l'écart de l'emploi des moins qualifiés, et en particulier de ceux dépourvus de diplôme au sein d'une population qui, elle, est de plus en plus diplômée. Dans les entreprises, l'emploi à durée indéterminée devient aussi plus difficile d'accès, même pour les diplômés du secondaire, et l'accès au statut cadre est ralenti, même pour les diplômés du supérieur. On peut dire globalement que les opportunités offertes par les entreprises ne sont pas à la mesure de l'augmentation du nombre de diplômes de niveau master et doctorat. Les travaux du CEREC montrent aussi un décalage croissant entre les niveaux de diplôme des individus et le niveau de qualification des emplois qu'ils occupent. Et on a même dans certains secteurs des emplois qui presque connaissent une baisse de la qualification, ou en tout cas une non-augmentation de celle-ci. Et on peut citer à ce titre les secteurs des services à la personne, de la grande distribution, hôtellerie, restauration, logistique et commerce, pour ne citer que. Qu'en est-il des parcours internes dans une même entreprise ? Alors, à partir de résultats d'un dispositif d'enquête du CEREC appelé DEFI, qui a généré des enquêtes de 2014 à 2017, les résultats donc, ont montré une relative stabilité de l'emploi dans une même entreprise. Donc, il y avait entre 2013 et 2018, sur la population qui a été étudiée, des salariés relativement stables à 2/3 donc des enquêtés. C'était plus souvent des hommes occupant des postes qualifiés et travaillant dans des entreprises de grande taille, plutôt que des salariés mobiles qui eux, ont changé d'entreprise ou sont devenus chômeurs ou travailleurs indépendants.
Là encore, même pour cette population stable, il faut voir derrière des évolutions qui ne sont pas forcément dites ou des non-évolutions au contraire. Est-ce qu'il y a eu pour ces populations-là des changements de poste, des changements de fonction, un gain en responsabilité, en autonomie, des augmentations de salaire, des améliorations des conditions de travail? L'enquête ne le dit pas et c'est ce qu'il faudrait fouiller de manière beaucoup plus qualitative. Mais la stabilité de ces postes ne dit rien justement sur le fruit des évolutions bloquées ou heurtées. Mais ces effets de polarisation dans l'évolution des parcours ne sont pas seulement mécaniques. Ils ne sont pas seulement les effets d'une coïncidence ou d'une non-coïncidence entre une offre et une demande. Ils révèlent aussi de normes et de croyances collectives, et ça peut être là qu'on peut aussi travailler la question des parcours. Et les problématiques d'inégalité, d'accès aux formations qualifiantes sont beaucoup plus complexes. D'ailleurs, elles sont le fruit de facteurs sociaux, générationnels ou pourquoi pas aussi territoriaux. Le rapport au travail se construit selon des formes différenciées en termes de réalisation personnelle, par exemple, ou de sentiment de vocation, mais aussi d'obligations économiques, et tout cela en interaction avec les conditions d'insertion et d'emploi perçues ou éprouvées. Les jeunes générations font face à des conditions d'emploi qui façonnent leurs projections et leurs positions, mais aussi leur rapport à la transmission des savoirs traditionnels. Comment, dans ce paysage-là, travailler la question des parcours et des trajectoires? Alors, une manière de le faire, et ça a été un peu discuté dans le groupe et travaillé, ça serait peut-être de prendre au sérieux la question des cultures de métier. La culture de métier pouvant se travailler pas seulement dans l'identité professionnelle et dans le rattachement à une entreprise et au sein d'une même entreprise, mais aussi au cœur d'une trajectoire plus mobile et en lien donc directement avec un métier. Il s'agirait alors de situer cette question de la culture de métier au cœur de la trajectoire, qui serait à travailler avec les organisations paritaires de branche, avec aussi les OPCO, les OPMQ, les observatoires prospectifs des métiers et des qualifications. Cette approche culturelle pourrait se faire aussi en lien avec le renforcement des dynamiques d'apprentissage dans les entreprises et l'élévation des qualifications pour les salariés du bas de l'échelle, dont on a vu pendant la crise sanitaire à la fois les forces et les faiblesses. Voilà pour le panorama. Merci Amandine. Je pense que tu as oublié de passer une diapo. J'ai oublié de passer une diapo, pardon. Excusez-moi, voilà. Bon, de toute façon... nos auditeurs pourront se procurer ces diapos sans aucun problème. Merci beaucoup, Amandine.